Bien, bonjour, je m'appelle Luc Stavo, j'ai le plaisir de travailler au sein de l'Université de Mons en tant que conseiller technopédagogique et je vais vous présenter plusieurs choses dans le cadre de ce Moodle Mood. J'ai la chance d'intervenir à plusieurs moments et ce que je vais vous présenter ici est en fait un dispositif que l'on a mis en place pour répondre à des besoins assez particuliers qui sont apparus au sein d'une faculté de notre université. Donc, je vais d'abord vous poser un peu le cadre de pourquoi on a été amené à concevoir ce dispositif, puis je vous montrerai ce que l'on a fait dans Moodle, et enfin, je terminerai en vous montrant un petit peu ce qui, pour moi, constitue des avantages, mais également les limites que ce dispositif présente. Donc, première chose, je vais vous parler d'un dispositif qui a été mis en place dans le cadre de l'Université de Mons, donc c'est en Belgique, en Fédération Wallonie-Bruxelles, et ce dispositif, il concerne une faculté en particulier, c'est la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Alors, cette faculté a toujours eu comme volonté de former vraiment des praticiens réflexifs qui sont vraiment capables de comprendre les fondements qui permettent d'étayer les théories en psychologie. Et donc, pour ça, évidemment, ça passe bien sûr par les sciences expérimentales. Et donc, il y a vraiment une volonté dans cette faculté d'amener les étudiants à comprendre les tenants et aboutissants de ces démarches-là, et une des façons pour y parvenir, c'est de les plonger eux-mêmes dans une démarche de type expérimental. Donc il y a vraiment une volonté de faire en sorte que pour la réalisation du mémoire en master, bien, les étudiants, la majorité d'entre eux, vont passer par la production d'une étude expérimentale. Et donc ça se déroule selon un certain nombre d'étapes. Donc, premièrement, les étudiants en fait, vont choisir simplement un sujet, un sujet, une problématique qui les intéresse. Ils vont ensuite faire une proposition. Cette proposition, elle va être soumise à plusieurs services. Il y a à peu près 10 services au sein de la faculté. Et en fonction des sujets et des intérêts partagés, eh bien, l'étudiant sera encadré par le service. Et ça commence dès l'entrée en master. Alors, une fois que l'étudiant sait par quel service il est encadré, il fait un travail assez classique donc, de recherche dans la littérature, donc ça c'est assez classique. Et puis ensuite, à l'issue de ça, on demande en général aux étudiants, les collègues demandent aux étudiants, de réaliser un petit travail dans lequel en fait ils vont formuler soit une question de recherche, soit des hypothèses sur base de la littérature qu'ils ont traitée juste auparavant. Alors, en règle générale, ça représente l'équivalent d'une année, donc l'année de Master 1 pour le suivi du mémoire, c'est plus ou moins à ce niveau-là qu'en sont les étudiants. Lorsqu'ils sont admis en Master 2, ils vont poursuivre la démarche, et donc là, ils vont bien sûr construire un dispositif méthodologique expérimental qui aura bien sûr été validé par les personnes qui encadrent. Ils vont collecter les données, mais donc on insiste vraiment, c'est de la vraie collecte d'informations, donc ça peut être avec du matériel comme vous le voyez sur cette image-là, ou ça peut être à l'aide de logiciels ou de questionnaires, mais en tout cas, toujours avec des outils qui sont validés scientifiquement. Il y a vraiment une volonté très forte par rapport à ça. Et puis, les étudiants analysent les données qu'ils ont pu prendre, et si tout va bien, on arrive à la production du mémoire donc de fin de master, qui soit prend la forme d'un document classique d'une centaine de pages, ou d'un article scientifique. Évidemment, cette démarche, je me permets de vous la présenter ici en introduction, parce que ça demande un encadrement important des étudiants. Ce qu'on leur demande de réaliser, c'est quand même assez lourd, et donc il y a beaucoup de va-et-vient entre les enseignants, enfin les personnes qui encadrent, et les étudiants. Et ça, évidemment, c'est consommateur de temps. D'autant que si on prend le contexte de cette faculté-là, les choses ne sont pas simples, puisque je vous ai mis ici un petit diagramme qui représente l'évolution des étudiants inscrits en master donc, sur les 6 dernières années. Alors vous avez en bleu les étudiants qui sont inscrits en sciences psychologiques et en rouge les étudiants qui sont inscrits en sciences de l'éducation. Et en fait, grosso modo, en 6 ans, le public a doublé. Et ça, c'est pas neutre non plus en termes d'impact pour l'encadrement. Pire, on est maintenant confronté à une autre problématique, c'est la problématique des étudiants français qui n'ont pas la possibilité de faire leur mémoire en France. Et donc, évidemment, ces étudiants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent s'inscrire dans les universités francophones de Belgique. Et donc, voilà, ici, j'ai repris un article de presse qui est paru dans le journal L'Écho en novembre 2018, où en fait, dans le journal, on dit, voilà, il y a eu 218 demandes d'étudiants en master, d'étudiants français. 218, ça fait la moitié de notre cohorte habituelle. Donc c'est vraiment énorme. Alors, je vais quand même remettre un petit peu l'église au milieu du village, parce que ça, c'est ce qui est sorti dans la presse. La réalité est un petit peu différente. Alors oui, effectivement, notre université a obtenu 218
218 demandes, mais dans ces demandes, il n'y en a que 136 qui ont été considérées comme acceptables, donc qui ont été reçues, et parmi ces 136 demandes, en fait, il y en a seulement 43 qui sont traduites en inscription effective. Enfin, ces 43, ça représente quand même 10% de la population, et on est déjà dans un cycle de croissance qui est assez important. Bref, tous ces éléments-là, le fait que la démarche soit très rigoureuse et exigeante, le fait qu'il y ait davantage d'étudiants, eh bien, ça a des impacts qui sont un peu négatifs. Bon, premièrement, on a un problème avec les étudiants, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont perdus, qui ne savent pas où ils en sont, et voilà, il y a de la frustration, il y a du stress, et voilà, ce n'est jamais très agréable à faire vivre aux étudiants. Autre chose, un autre grand problème auquel on est confronté, évidemment, c'est qu'on a de plus en plus d'étudiants qui postposent la défense de leur mémoire, donc ils mettent plusieurs mois, voire parfois plusieurs années pour réaliser le produit attendu, et ça c'est quand même toujours très embêtant. Très ennuyeux également, on a parfois des étudiants dont on perd complètement la trace. Alors ça quand même, quand on pense qu'une société civile a payé la formation de personnes pendant 5, parfois 6, 7 ans, et qu'on arrive à des situations où les gens n'obtiennent jamais leur diplôme, c'est quand même très interpellant, c'est quand même très coûteux, et en tout cas, au sein de cette faculté, ça pose vraiment question. Alors, par rapport à toutes ces difficultés, ce qu'on essaie de faire, évidemment, puisque vous savez comment ça va, hein, on a plus d'étudiants, mais on n'a pas forcément plus de moyens. Je pense que ça, c'est malheureusement assez vrai partout. Donc l'idée, c'est d'améliorer l'efficience, c'est-à-dire essayer de faire mieux avec la même quantité de ressources. Et donc là, on a fait un travail avec les collègues de la faculté, et on a dégagé 3 axes sur lesquels on pense pouvoir améliorer l'efficience. Premièrement, c'est faire en sorte d'améliorer le suivi du processus. C'est-à-dire qu'on se rend compte que régulièrement, les étudiants ne savent pas où ils en sont dans tout le processus, dans tout le cheminement. Mais c'est vrai aussi pour les encadrants, parce que les encadrants, évidemment, ils vont parfois encadrer 20, 30 étudiants. Et donc, c'est très difficile de savoir où se situe chaque étudiant dans sa progression. On avait un problème de centralisation des informations. Oui, un élément que je ne vous ai pas dit. Un étudiant qui fait son mémoire dans un service, il est toujours encadré par au minimum 2 personnes. Et donc, évidemment, il y a des échanges d'informations. Il y a des étudiants qui ne mettent pas en copie, et puis il n'y a pas toujours non plus une grande communication entre les différents acteurs parce qu'ils sont surchargés de travail. Donc ça, c'était vraiment un gros problème. Et puis, une autre volonté aussi, puisqu'on forme des gens qui vont avoir un diplôme, par exemple en 2019, mais ils vont avoir ce métier-là jusqu'à 67 ans et peut-être même encore davantage à ce moment-là. Mais donc c'est important de les rendre un maximum autonomes pour qu'ils puissent faire de la formation continue tout au long de leur vie et également pour les responsabiliser. Parce qu'une difficulté à laquelle on est confronté aussi, c'est parfois des étudiants qui viennent se plaindre en disant « Ouais, mais en fait, moi, j'ai pas été très bien encadré, je suis pas très très content. » Et en fait, quand on regarde un peu, c'est un peu de leur faute parce qu'ils n'ont pas toujours fait le travail qu'on attendait de leur part. Donc pour faire ça, évidemment, vous en doutez qu'on a utilisé Moodle, sinon je ne serais pas ici devant vous là pour l'instant. Et donc pour ça, en fait, on a construit 5 blocs, 5 ensembles de fonctionnalités, 5 sections que je vais vous présenter juste après. Donc il y en a une qui s'appelle « Construire ma mémoire pas à pas ». Et ça, l'idée, c'est d'assurer un peu le suivi du processus. On en a une qu'on a appelée « Échanger avec mes encadrants », donc c'est pour tout ce qui est la centralisation des échanges. On en a une qui traite donc des versions intermédiaires, donc c'est-à-dire des productions intermédiaires que les étudiants vont devoir réaliser tout au long de leur cursus, du moins de la construction de leur mémoire. Il y en a une assez simple qui s'appelle « Consulter mes ressources » et enfin une dernière qui s'appelle « Rédiger mes notes ». Je ne vais pas passer sur toutes en détail, mais je vais vous en montrer 2 ou 3 pour lesquelles on a fait un petit peu des artifices. Alors, la première, donc, construire mon mémoire pas à pas. Donc là, l'idée, en fait, c'est de permettre à un étudiant de savoir où il en est dans son processus et de permettre également aux encadrants de savoir où il se situe. Et pour ça, on a utilisé un outil, donc un plugin additionnel qui est donc la liste de tâches. On a déjà beaucoup vu aujourd'hui, donc je ne vais pas beaucoup en parler ici, mais c'est vraiment un outil super intéressant qu'on a mis en place ici. Alors, si vous regardez bien, en fait, donc, le choix qu'on a fait, oui, évidemment, on encadre des étudiants qui sont inscrits dans 2 années différentes, soit en Master 1, soit en Master 2. Donc on a mis des restrictions par rapport à ça, et si les étudiants ne sont pas suivis par le service, eh bien ils ne voient tout simplement pas l'information. Et oui, ça je vous le dis déjà, c'est plus technique, mais je suis sûr que ça va en intéresser plus d'un. Les étudiants de Master 1 et Master 2, ce ne sont pas des groupes, ce sont des groupements, et je vous expliquerai après pourquoi on a fait ça. Et alors, vous avez également ici une 3e liste de tâches qui est en fait quelque chose de plus longitudinal, c'est une sorte de fil rouge plutôt métacognitif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend dans un mémoire, et ça évidemment, ça resterait tout au long du processus.
Alors, voilà, je vous montre ici un exemple de l'ISOTA, je vais aller assez vite là-dessus. Là, on est sur plutôt quelque chose de métacognitif. Donc ça, c'est le service dont j'ai été piqué la capture d'écran. Voilà ce qu'il attend d'un bon mémoire de la part de ses étudiants. Et donc là, en fait, ici, les étudiants ont la possibilité d'ajouter des éléments. Donc ça, c'est assez riche. Et puis ici, en fait, ce service-là, par exemple, a fait le choix de laisser l'étudiant autonome. C'est-à-dire, l'étudiant déclare qu'il a fait les choses. Il n'y a pas de validation de la part des enseignants. Alors, je vous montre un autre exemple. Dans cet exemple-ci, en fait, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus structuré. Et donc, ici, en fait, vous avez plutôt, on va dire, une liste de tâches, mais qui va vraiment lister toutes les productions qui sont attendues durant l'année. Et là, vous voyez que, dans ce cas-ci, là, il y a un système de co-validation, c'est-à-dire que l'étudiant déclare avoir fait quelque chose, et puis ensuite, ce sont l'équipe d'enseignants qui, derrière, va aller valider. C'est-à-dire, le message à l'étudiant, c'est « OK, on a bien reçu ton travail, OK, c'est bon ». On a mis, vous voyez par exemple ici, on a configuré avec des dates, puisque là on est sur des échéances, et on a même fait des petites subtilités. Alors le rendu n'est pas forcément terrible, mais comme on a des étudiants qui vont défendre en première session ou en seconde session, en fait on a multiplié en fait, les échéances, quoi. Tout a été doublé. Donc voilà, alors ça c'est super pratique pour mes collègues enseignants, parce que ça leur permet d'obtenir ceci. Et donc ça, l'étudiant, lui, sur la partie gauche, eh bien, il voit où il en est par rapport à ce qui est attendu, et l'encadrant, sur la partie droite, ben, lui, il peut voir ses listes d'étudiants et il peut voir les barres de progression chez ces derniers. Et donc, ça permet très, très facilement de savoir où les étudiants se situent. Alors, pour la partie échange, ça, c'était quelque chose qui était très demandé de la part des collègues. On a fait des choses classiques et puis des choses un peu plus bizarres. Donc, la première chose, c'est qu'on a un espace collectif, donc c'est un forum tout à fait classique, donc qui, en fait, ne concerne que les étudiants qui sont encadrés par le service. Et en fait, là-dedans, en allant voir, ben, c'est quand même relativement utilisé. Alors, ce que je vous montre ici en bleu, ça correspond à des étudiants. Donc, on a effectivement des étudiants qui posent des questions et toutes les personnes qui sont encadrées par le service, donc tous les étudiants peuvent interagir. Et on a également des enseignants qui en profitent ou des encadrants qui en profitent pour faire remonter des informations. En fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils n'utilisent plus le forum des nouvelles qui se trouve tout au début du cours, mais ils passent plutôt par cet espace-là. Donc, même ça a été centralisé. Alors, quelque chose de très particulier qu'on a voulu mettre en place, ça c'était une demande vraiment des collègues, c'était d'avoir aussi un forum, mais qui était un forum individuel. C'est-à-dire qu'il y avait un seul fil de discussion par étudiant, mais par contre les encadrants pouvaient aller voir tous les fils de discussion et pouvoir tout avoir centralisé sur la plateforme. Alors, comme on a eu cette demande-là, la petite subtilité que l'on a réalisée, c'est la suivante. Donc, c'est un forum. Et ce forum, vous voyez qu'on l'a mis en mode groupe séparé. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est une petite astuce. Donc, on a pris nos étudiants, que l'on inscrit manuellement pour ce cours-là. Chaque étudiant a été placé dans un groupe qui porte son nom. Et donc, si on a 6 étudiants, on a 6 groupes. Et en fait, ce que l'on a fait, c'est que ces groupes ont été placés dans les entités Master 1 et Master 2, qui, elles, à ce moment-là, sont des groupements. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention, ce ne sont pas des groupes, ce sont des groupements. Alors, c'est du bricolage, mais au moins, ça permet de répondre aux besoins. Et le besoin, c'est je suis encadrant, je veux communiquer avec mon étudiant Tartampion, eh bien, je passe par le forum, et il n'y a que Tartampion et les encadrants qui ont accès. Et en fait, ça marche d'enfer. Ça marche super bien, parce que dans la majorité des services, ce qu'ils ont dit, c'est maintenant, on n'utilise plus le mail. D'accord ? Tout passe par là. Et donc là, je vous ai mis une capture d'écran qui est toute petite, mais c'est pour vous montrer une petite idée. Donc là, vous avez la liste des sujets dans le forum, et en fait, vous ne le voyez pas très bien, mais il y a 4 pages comme ça. D'accord ? Et là, on est pour le dispositif pour un service qui encadre à peu près 70 mémorants. Donc ça fonctionne super bien et on trouve là-dedans des choses très intéressantes. Alors comme je n'ai pas beaucoup de temps que je vais en plus dépasser, je ne vais pas trop traîner, mais voilà, il y a vraiment là une qualité, une relation vraiment pédagogique qui s'établit entre le mémorant et l'assistant ou l'encadrant ou le professeur. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Dernière chose qui était intéressante également à mettre en place, donc je vous ai dit, il y a un va-et-vient, les étudiants ils travaillent de leur côté, puis à certains moments ils rencontrent les encadrants, et alors un des constats qui avait été posé, c'est en fait on rencontre les étudiants en réunion, ils retournent chez eux, ils travaillent, et en fait on se rend compte qu'ils n'ont soit rien compris à ce qu'on leur a dit, ou en tout cas ils n'ont pas retenu tout ce qu'on leur a dit, ou peut-être qu'on leur a mal dit, ça c'est possible aussi. Et donc l'idée c'est simplement de faire des PV de réunion, et ces PV de réunion, on a décidé de leur donner la forme, dont vous avez sûrement reconnu l'icône, d'un wiki, et ce wiki, à nouveau, c'est un wiki qui est individuel. Et pour guider les étudiants, pour bien leur préciser ce qu'on attend dans le wiki, on a simplement fait un petit template, donc on a fait vraiment un petit texte, en fait, qui est reproduit un certain nombre de fois, et en fait, les étudiants
étudiants n'ont plus qu'à compléter ce template. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est que les étudiants jouent le jeu. Donc, à la fin de leur réunion, ils vont compléter. Donc, si c'est la troisième réunion, ils vont dans la troisième partie. Et alors, ce qui est vraiment chouette, c'est que les encadrants repassent après derrière. Les encadrants repassent après derrière en disant « Ok, on s'est bien compris, on est d'accord, tu peux travailler là-dessus. Attention, ça, je ne suis pas d'accord. » Ce qui est vraiment intéressant avec Moodle, et ça c'est vraiment une plus-value énorme, c'est qu'on a une traçabilité totale de ce qui s'est passé. Et ça c'est vraiment riche. Et ça, on a parfois des collègues qui nous disent « Est-ce que tu peux me remontrer un petit peu tout l'historique de ce qui s'est passé parce que cet étudiant il se plaint ?» Avec ça, on a des traces. Alors, les versions intermédiaires du mémoire, c'est simplement des espaces devoirs. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans vos universités, mais chez nous, on a un paradoxe. Rudy et moi, donc, qui est dans la salle, qui est mon collègue. On a un paradoxe parce qu'en fait, c'est une des activités qui est la plus utilisée chez nous, mais c'est sans doute une de celles qui est la moins bien utilisée. C'est-à-dire qu'en gros, les enseignants, ils demandent aux étudiants de déposer un document, les étudiants déposent, puis après ils disent « Ouais, mais mets-moi aussi une copie papier au labo, hein. » Et puis alors ils corrigent la version papier, et puis on ne va pas plus loin. Mais ce qui est intéressant ici, évidemment, puisque l'idée c'était de réduire ce nombre de réunions, ils ont été obligés d'utiliser les bonnes, enfin, je ne vais pas dire les bonnes fonctions, mais les fonctions avancées des devoirs, et notamment le fait que donc l'étudiant dépose sa version, et il récupère sa version annotée sans se déplacer, sans prendre une réunion. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, mes notes personnelles, ça c'était simplement un espace qu'on a mis à disposition des étudiants en leur disant, voilà, vous en faites ce que vous voulez, on ne contrôle pas, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y en avait quand même qui l'utilisaient, notamment pour prendre des notes ou pour mettre des bibliographies et ce genre de choses. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je vois comme intérêt à ce projet, moi en tant qu'accompagnant, donc vraiment moi en tant qu'accompagnant d'enseignants? Alors, juste vous dire, vous l'avez compris, ceci n'est pas une révolution. D'un point de vue technique Moodle, on n'a rien fait d'extraordinaire, ok? Par contre, en tant moi qu'accompagnateur d'enseignants, il y a vraiment des choses intéressantes à en retirer. La première chose, c'est que de façon un petit peu insidieuse, ça nous permet de donner des outils à nos collègues enseignants, et si on ne leur avait pas montré que ça existait et ce que ça faisait, ils ne seraient jamais allés cliquer. Et aussi, par exemple, si je reprends le cas des devoirs, ça nous permet de leur montrer qu'il y a des fonctionnalités avancées qui valent vraiment la peine d'être utilisées. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'évidemment, ce qu'on en espère, c'est que ces bonnes pratiques puissent également se retrouver dans les autres cours en ligne qu'ils ont pour les autres activités d'apprentissage dans lesquelles ils interviennent. On a aussi une autre ambition, et ça marche assez bien d'ailleurs, c'est un peu l'émulation, c'est-à-dire qu'on sait très bien que quand un collègue fait des choses sympas, on s'arrange pour faire en sorte que les autres le sachent et que ça leur donne envie. Donc on essaie un petit peu de mettre l'eau à la bouche. En fait, on essaie vraiment de construire une communauté vraiment d'utilisateurs avec des usages avancés, et ça marche pas mal. Un autre aspect intéressant de ce qu'on a fait, c'est qu'on a veillé à ce que ce soit très customisable. Et donc, au départ, la demande venait d'un service de la faculté. Puis au final, 8 services de cette faculté ont demandé à pouvoir avoir le dispositif, donc chacun dans leur service. Et on a même maintenant des demandes qui viennent d'autres facultés, où en fait, pourtant, ils n'ont pas nécessairement les mêmes problématiques. Et évidemment, ce qui est intéressant dans la customisation, c'est qu'ils peuvent choisir de rendre les étudiants plus ou moins autonomes, ils peuvent choisir de mettre telle brique mais pas telle autre, ils peuvent choisir de modifier la configuration, donc c'est vraiment à la carte. À côté de ça, ça a eu aussi d'autres impacts auxquels on ne s'attendait pas au départ, mais qui sont pourtant très intéressants. C'est d'abord que le fait qu'ils ont essayé de forcer les étudiants à bien travailler, mais les enseignants aussi, ils ont été obligés de bien travailler. Et ils ont été obligés de un peu reformaliser ce qu'ils attendaient de la part des étudiants. Et donc, ils ont dû prendre leurs lunettes, frotter un petit peu et dire « Bon, ça, on ne demande plus, ça, on demande, ça, on insiste là-dessus. » Et on sait qu'au plus un enseignement est explicite, au plus, effectivement, on va augmenter les chances de réussite des étudiants. Un autre aspect aussi intéressant, c'est le fait que, quelque part, ça contribue à l'harmonisation des pratiques. En fait, il y avait parfois des pratiques très différentes au sein des services. En fait, ils se sont par la suite mis autour de la table et ils ont discuté en disant « moi je veux faire ça, moi je veux faire ça ». Et donc, quelque part, ça contribue à donner du lien au sein du cursus, en fait. Et dernière chose, évidemment, mais qui est la plus importante, évidemment, si on fait ça, c'est parce qu'on a comme ambition de renforcer la réussite des étudiants. Et je vous disais tout à l'heure, quand on a des étudiants qui disparaissent, ça c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète très fortement. Alors ça a quelques limites ceci, et je vais conclure là-dessus. Très brièvement, vous l'avez compris, on a fait un petit peu du bricolage, hein, donc voilà, au niveau Moodle, on peut discuter effectivement de la pertinence et de la beauté de faire des groupes et des groupements, ce genre de choses. Même chose par exemple pour le Canva dans le wiki. Le problème, c'est que pour l'instant, on doit le copier-coller à la main pour chaque utilisateur, quoi. Donc voilà, il y a sûrement moyen de faire plus proprement, mais voilà. Et enfin, dernière chose, et là j'entends bien, effectivement, au départ, un forum, c'est pas fait pour être individuel.
On est bien d'accord qu'on a clairement détourné l'outil, mais ça répond vraiment aux besoins de nos collègues. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup Luc, c'est très intéressant et on aurait pu l'appeler également comment collaborer, parce que tu parles d'outils individuels, mais vraiment c'est un exemple de comment mettre en place des outils collaboratifs finalement. Et c'est très intéressant de voir également que le wiki, on oublie aussi, il peut être collaboratif mais individuel aussi, comme le forum a été collaboratif et individuel. Et ça, c'est des choses qu'on n'y pense pas forcément, mais très intéressant. Je vais pouvoir prendre les questions, juste, on se présente avant et on dit d'où on vient simplement, et puis après la petite question. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je suis Héloïse Joyeux de l'École centrale de Lyon. J'avais une petite question, un peu pratico-pratique, sur notamment la base de données. Non, c'est pas la base de données, c'est la liste des tâches. Oui. Est-ce qu'on peut accrocher, donc il y a bien une tâche, mais est-ce qu'on peut accrocher l'activité en lien sur cette liste ? Alors oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous verrez demain dans une autre présentation que Rudy et moi aurons le plaisir de faire, ce sera le cas. Alors ici, non. C'est-à-dire que la volonté, l'idée, c'est de proposer une liste de courses aux étudiants et que moi, quand je fais mes courses au magasin, eh bien, quand je mets dans mon chariot, je barre sur ma liste en fait. Je fais vraiment ça pour faire mes courses. Et donc ici, on n'a pas lié ça à la notion d'achèvement. Mais c'est tout à fait possible de le faire. Dans d'autres dispositifs, dès que l'étudiant dépose son devoir, à partir du moment où il a vraiment déposé, automatiquement, la liste de tâches va s'autocompléter. Alors, en fait, dans la liste de tâches, on a la possibilité de le faire aussi. Donc, on a la tâche à réaliser. Et puis, à côté, on a une petite icône. On clique dessus et on arrive directement dans l'activité. Ça, on peut le faire. Oui. Enfin, c'est automatique, en fait. Ça fonctionne. C'est un super plugin, vraiment. C'est un plugin complémentaire, checklist, qui s'appelle Checklist, que vous pouvez trouver donc, sur moodle.org. Une question par là-bas ? Oui, ici, Franck Pitois. Oui, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question purement arithmétique. Si j'ai bien calculé, du fait d'avoir le forum personnalisé et le wiki personnalisé, sachant que tu as 70 étudiants, on est d'accord que tu as généré 70 wikis, 70. C'est exact. Voilà, et que tu as séparé via les groupes et groupements, quoi. Exactement, oui. Donc c'est ce que je disais pour le template, donc uniquement pour le template, parce que le forum, ça pose pas de souci en mode groupe séparé. En fait, pour le wiki, en gros, à chaque fois que j'ajoute les utilisateurs, donc j'importe via un fichier CSV, ils sont inscrits automatiquement dans le cours et ils sont inscrits dans le groupe, donc ça ne pose pas de problème. Après, je les mets dans les groupements, et pour le wiki, en gros, je vais dans le wiki, je choisis le nom d'utilisateur et je fais un copier-coller du code HTML, tout simplement. C'est parce qu'on l'a fait au niveau de Météo France et je compatis sur la tâche que ça représente. Ouais, c'est pas très riche, quoi, donc... Je pense qu'Isabelle a peut-être une solution. En fait, chez nous, on a à peu près la même demande par rapport à une sorte de portfolio de tuteur. Alors moi, j'ai trouvé un autre truc pour le faire, c'est qu'on utilise un livre, parce que quand on duplique un livre, les chapitres sont copiés. Et là, les étudiants ont des trucs à compléter chaque semaine. Et alors, j'ai créé un rôle qui s'appelle l'étudiant écrivain, qui peut écrire dans les livres. Et alors, on utilise les restrictions d'accès pour que le livre soit restreint à chaque étudiant. C'est juste pour dire que nous, voilà... Écoute, je suis preneur parce que le copier-coller, c'est pas rigolo. Savine, l'Université de Montpellier, on a à peu près les mêmes demandes et les mêmes problèmes chez nous. On a une demande pour que les tuteurs, parce que là, si j'ai bien compris, je ne suis pas sûre, dans le wiki, les tuteurs, ils écrivent directement, s'ils sont d'accord, si c'est validé. D'accord. Nous, on cherche une solution pour qu'ils aient qu'à cliquer. Ah oui, non, oui, effectivement, si vous la trouvez, on est preneur aussi, pour dire, ok, on l'a vu, c'est bon, il n'y a rien à signaler, mais ici, non. Là, et après, à nouveau, ce qui est riche dans ce dispositif-là, c'est que chaque encadrant peut avoir sa part de liberté. Il y en a qui disent, écoute, si moi, j'ai rien écrit, c'est que c'est ok, il n'y a pas de modification, je prends ça en charge. À l'inverse, il y en a d'autres qui disent, moi, je mets ok, ou alors qui, systématiquement, viennent mettre des commentaires. Et ça, en fonction des encadrants, les usages sont vraiment tout à fait différents. Mais au moins, sous cette forme-là, ça le permet. Si moi, je devais encore aujourd'hui encadrer des mémoires, je préférerais avoir un bouton cliquer OK, quoi, clairement. On a utilisé la base de données, mais c'est encore plus de la bidouille. Oui, c'est encore plus du bidouillage, oui. Par rapport à l'utilisation des checklists, on a eu un cas vraiment très intéressant aussi. C'était un enseignant qui voulait un parcours très détaillé, mais alors il a utilisé la barre de progression
pour valider la réalisation de chaque checklist. On va dire il y avait 10 checklists dans son cours et la barre de progression, donc le suivi d'achèvement via la barre de progression, validait la réalisation d'une checklist. Donc il y a moyen de mixer les deux en fait. Ben voilà une information intéressante, merci. De toute façon, j'ai entendu ce matin que nous avions un collègue qui a présenté, qui a dit qu'il était toujours disponible autour d'un café. Alors moi, c'est vrai, mais ça marche encore mieux autour d'un apéro ou d'une bière. Hein, donc n'hésitez pas. J'avais juste une question. Maintenant, dans Moodle, on peut également écrire des messages directement aux étudiants en haut à droite, un peu comme sur tous les outils. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est utilisé? Parce que là, vous privilégiez les forums, mais c'est vraiment prévu pour justement faire les discussions one-to-one. Après, ceci dit, c'est une bonne idée d'avoir le même outil peut-être aussi. Alors, en fait, soyons clairs, ce que l'on a mis en place ici n'est pas nécessairement propre, mais en fait, on est parti d'où sont nos enseignants. Et eux, ce qu'ils utilisent pour l'instant, c'est le forum. Pourquoi? Parce qu'ils ont le forum des nouvelles et là-dedans, ils postent quoi? Ils postent « je serai absent au cours de bazar » ou ce genre de choses. Donc pour eux, c'est vraiment devenu un canal de communication avec les étudiants. Et donc, comme ils connaissaient le forum, ils m'ont dit « ah non, nous, on voudrait bien un forum, mais on voudrait bien que ce soit individuel ». Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire évoluer justement vers ce type d'outils. Et on a des collègues dans d'autres projets qui utilisent aussi ces outils de discussion, quoi. Donc, et on a parfois l'effet inverse aussi. On a des collègues qui choisissent tout le monde dans sa liste-là et qui envoient un message à tout le monde au lieu de passer par le forum, quoi. Donc on a un peu de tout, quoi. Et ce qui est assez intéressant dans cette dernière fonction là, dont je parle, c'est qu'on retrouve les groupes aussi dedans en fait. Ah oui, donc ça, c'est une petite subtilité, mais après c'est depuis les versions assez récentes, il me semble, de Moodle. Donc Rudy, nous avons du travail, des investigations à mener. En tout cas, merci beaucoup, utilisation très intéressante. Merci, je crois qu'on peut l'applaudir. Et comme d'habitude, je vous mets le code. Après, c'est le bon code, je pense. C'est bon, parfait. Donc voilà, vous allez sur... hop, c'est bon.